Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Houria Ben Ghabrit, la ministre de l'Éducation, est à sa façon une véritable énigme. Son secteur est le plus emblématique de la médiocratie ambiante. Elle n'en est pas responsable, bien sûr, puisque celui-ci n'a cessé de régresser chaque année pire que l'année précédente et meilleure que celle qui va venir. Rappelons que dans les années 60, quelques années après l'indépendance du pays, les Algériens passaient le bac français et que leur taux de réussite et leur moyenne générale étaient classés parmi les meilleurs de France. Dans la première moitié des années 70, avant que les réformes assassines du régime n'achèvent le peu qui était resté de sérieux et d'excellence, nous avions une vraie école, de vrais lycées, une vraie université, vaille que vaille. Sinon, le secteur, comme le reste du système par ailleurs, a lentement et inexorablement entrepris de sombrer. Normal, me diriez-vous, une médiocratie est toujours englobante, puisqu'il est dans sa nature et de son essence de ne pouvoir générer que de la médiocrité et de phagocyter impitoyablement tout résidu de mérite qui aurait pu se nicher quelque part. Et donc, Ben Ghabrit n'était pas responsable de l'état des lieux, il faut en convenir, puisqu'elle a hérité de son marocain, comme on dit, dans l'état. Mais les chiens ne font pas les chats. Et les médiocrates ne peuvent s'accommoder de vrais talents, encore moins de génie. Et si tant est qu'un véritable grand serviteur de l'État puisse passer entre les gouttes de pluie et se retrouver à la tête d'un secteur aussi sinistré que celui de l'éducation nationale, alors il n'aura pas d'autre choix que de démissionner après quelques jours, juste le temps de constater qu'on ne peut pas soulever une montagne avec un petit levier. Ou alors d'accepter de se fondre dans le décor ambiant, de faire comme les autres, c'est-à-dire du vent en se donnant des airs. Et c'est ce que fit Madame Ben Ghabrit, qui commença à vouloir donner d'elle-même non seulement l'image d'une dame de fer, Zama, aussi déterminée qu'elle était forte, mais aussi de rentrer dans le costume de la, de la moderniste qui était venue aérer la combuse et dégager les miasmes intégristes qui infestaient les lieux. Et c'est ainsi qu'elle devint une sorte de passionnariat de tous ceux qui sont obsédés par l'islamisme, au point de voir du terrorisme dans le moindre poil de barbe. Et à l'inverse, elle devint aussi le diable en personne pour tous ceux-là qui baignaient dans la bandieuserie ambiante. Mais bon, en tous les cas, Madame Ben Ghabrit se spécialisa dans une sorte de gestion par la polémique. Et tout ce qu'elle entreprenait devenait l'objet d'un affrontement entre minarets et tribunes idéologiques. Il en découla que quoi qu'elle fasse, les gens ne se rangeaient de son côté ou contre elle qu'en fonction de leur propre sensibilité politique, peu importe la nature de ce qu'elle proposait. On est pour ou on est contre, selon qu'on soit d'un trottoir idéologique ou de l'autre. Avec son arrivée, le secteur, déjà bien mal en point, devint juste, et je pèse mes mots, infernal. Pour tout le monde, pour les élèves, leurs parents, les enseignants. Grève à répétition, fraude massive au bac, considérée à juste titre comme celle du siècle, déperdition scolaire galopante, dégradation des conditions matérielles dans l'école du pays profond, malaise social orageux au sein des syndicats libres des enseignants, et j'en passe.
À certains moments, certains pensaient même que le régime avait trouvé là une méthode pour faire oublier l'essentiel. Une sorte de gouvernance par le chaos. Et c'est ce qui se passa en novembre passé, puisque Madame le ministre décida, dans ce qu'elle disait être une vaste réforme du bac, d'une mesure qui allait mettre le feu aux poudres. Elle ramena la durée de l'examen du bac de 5 à 4 jours, sans consultation, sans vraie étude, sans même expliquer aux parents le pourquoi du comment de cette curieuse décision. Réaction immédiate et très vigoureuse des élèves et de leurs parents, appel général à la grève, etc. La ministre freina des 4 fers. Tout le monde pensa alors qu'on ne l'y reprendrait plus et qu'à l'avenir, elle réfléchirait à 2 fois avant de se risquer dans de telles aventures. Eh bien non, puisque cette fois-ci, elle remit sur la table une autre mesure que tout le monde croyait définitivement abandonnée. Elle a donc décidé, de façon unilatérale, de ramener le nombre de journées de vacances d'hiver de 15 à 10 jours. Et branle-bas de combat, encore une fois, grève des lycéens dont personne n'avait imaginé l'ampleur et la violence qu'elle allait prendre, au point où le régime s'affola et intima l'ordre à la ministre d'annuler sa décision. Elle fit mieux. Non seulement elle l'annula, mais elle rajouta un rab de 15 jours. Les vacances passèrent à 18 jours. Carnaval fi Dachara. Aujourd'hui. Algérie Focus. Béjaïa, une marche de lycéens dégénère en affrontement. Par Elias Nour. Al Huffington Post. Nouria Ben Roborit recule sur les vacances d'hiver et offre 18 jours de vacances au lieu des 10 qu'elle avait décidé. Par la rédaction. Le soir d'Algérie, Ben Roborit fait marche arrière. Les vacances scolaires prolongées. Par S.A. السؤال المطروح: لماذا لم تتحرك هذه الأطراف في سبتمبر وتحركت اليوم؟ من هي هذه الأطراف سيد هي دراع؟ الأوضاع تاع البلاد يعرفها الكل. اليوم الجزائر ماهيش مستهدفة غير من الداخل حتى بالخارج. إذا أن هناك أيادي حركت التلاميذ في الولايات. أؤكد ذلك وتكلمت عن بعض الأطراف اللي دخلت المؤسسات وأرادت أن تخرب المؤسسات، هي أطراف أجنبية والتحقيق متواصل مع هؤلاء. هذا Désolé pour ce petit incident que nous venons de vivre. Donc, grève des lycéens, la ministre recule. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et j'ai donc le plaisir, pour en parler, de recevoir sur le plateau Meziane Abban, qui sera avec nous dans un petit instant, qui est journaliste et militant pour la démocratie. Au téléphone, depuis Alger, Idir Achour, secrétaire général du Conseil des lycées d'Algérie, le CLA. Nabil Fergnis, au téléphone aussi depuis Alger, chargé de communication de la SNAPAP. Et Messoud Boudiba, représentant du Conseil national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique, le CNAPEST. Et donc, je vais commencer par Idir Achour, secrétaire général du Conseil des lycées d'Algérie. Idir Achour, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, Idir Achour, d'abord votre impression sur ces réformes dictées, hein, c'est le mot, par Ben Rabrit et la réaction qui s'en est ensuivie.
Eh bien, moi je trouve que la décision de recul de la ministre est la bienvenue, mais elle est venue en retard. Et j'espère que ça va être une leçon pour la façon avec laquelle la tutelle procède à la prise de décision, surtout les décisions considérées comme stratégiques pour le secteur de l'éducation. À mon sens, deux décisions unilatérales qui sont remises en cause grâce au rapport de force construit par les Léciens. C'est malheureux qu'on recule toujours par le biais de la pression. Pourtant, c'est des problèmes qu'on aurait pu régler avec un très simple dialogue entre la tutelle et les partenaires sociaux. Mais justement, Idir Achor, comment expliquez-vous que de telles mesures, ça veut dire ramener la période de l'examen du bac de 5 jours à 4 jours et ramener les vacances d'hiver de 15 jours à 10 jours, puissent être décidées de façon aussi unilatérale, sans consultation, sans vraie étude, sans médiation, sans rien? Eh bien, c'est malheureux parce que c'est des décisions qui concernent toute la famille du secteur de l'éducation. Mais malheureusement, même si c'est pour la réforme du bac, il y avait un semblant de dialogue entre quelques syndicats et la tutelle. Concernant notre syndicat, n'a pas participé à ces réformes pour la simple raison. Allô? Oui, on vous écoute. Voilà. Pour la simple raison que nous considérons que nous ne pouvons pas réformer le bac avant de procéder à la réforme de l'enseignement secondaire. D'ailleurs, c'est prévu qu'il y aurait des assises sur la réforme de l'enseignement secondaire et un débat autour de la réforme de l'enseignement secondaire. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fixé de date pour ça. Et nous voulons intégrer la réforme du bac après le diagnostic qui a été fait, parce que le diagnostic sur l'échec des réformes est là et que des mesures urgentes doivent être prises, mais après un large débat. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et voilà, les conséquences, c'est toujours la rue qui règle ou qui fait face à ce type de réforme qui n'arrange personne parce qu'ils ne répondent ni à un objectif économique, ni à un objectif pédagogique. Quoique nous savons que le gouvernement est engagé à y aller vers une réforme de l'école qui n'arrange pas toute la famille éducative, parce qu'il veut mettre l'école dans la logique économique et non dans son aspect d'école gratuite et performante et de qualité. C'est malheureux et c'est pour ça qu'il refuse d'y aller dans un débat et de prendre les conclusions de ce débat et il essaye de faire passer ses réformes par le biais de la force. Malheureusement pour lui, la société est toujours mobilisée et qu'il ne peut pas laisser ce type de réforme passer. Et maintenant, j'espère qu'il va comprendre ça sur le terrain, que rien ne peut passer sans concertation et surtout s'il ne répond pas aux aspirations de la société algérienne. Restez avec nous, Idir Achor. Je reviens à vous dans un instant, surtout pour que vous nous parliez un peu de la grève elle-même, comment elle s'est passée, comment vous l'expliquez vous-même, et d'une façon générale de la situation dans le secteur. Et je reçois Nabil Fergennis, chargé de communication à la SNAPAP. Merci d'être avec nous, Nabil Fergennis. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, Nabil Fergennis, d'abord votre sentiment sur cette reculade de la ministre et sur la grève des lycéens. Pardon, M. Bifnouf, je ne vous ai pas écouté bien. Alors, votre avis sur d'abord la grève et ensuite sur le recul de la ministre qui a changé d'avis pour la deuxième fois après avoir pris des décisions pour le moins inconsidérées. Voilà, nous, au SNAPAP, on a toujours on a des décisions individuelles et irréfléchies. On sait que ce n'est pas comment dire qui a pris cette décision, il faut être clair et expliquer aux auditeurs que ce n'est pas comment qui a pris cette décision, c'est le gouvernement qui a procédé à prendre cette décision à 10h du matin hier.
Alors, pour nous, ce n'est pas vraiment de prendre des décisions comme ça à l'aveuglette, c'est-à-dire d'apprendre que vous êtes tué en classe et d'apprendre que vous serez en vacances le lendemain. C'est aberrant. C'est malheureux pour notre système éducatif aujourd'hui en Algérie. Alors, c'est un système qui fonctionne à l'heure. Alors, il y a des émeutes. Il y avait quelques élèves qui sont sortis dans des villes algériennes, mais de reculer comme ça à la minute, alors c'est vraiment honteux pour notre système et pour notre Algérie, quoi. Mais Nabil Ferguenis, nous allons parler un peu de la grève. Comment expliquez-vous que des jeunes lycéens qui n'ont pas l'habitude de tels mouvements, qui n'ont pas l'habitude de la rue, d'occuper les locaux, leurs établissements, qui sont dans un pays où le niveau politique est réellement très bas, où il y a une vraie démobilisation civique et politique. Encore, je suis gentil, hein, c'est une bérésina en matière politique et civique. Comment expliquez-vous qu'ils aient pu s'organiser de cette façon? Et avant que vous ne me répondiez, je vais vous faire écouter une déclaration d'un conseiller de Mme Benrabrit qui parle de main étrangère. Nous allons écouter. لماذا لم تتحرك هذه الأطراف في سبتمبر وتحركت اليوم؟ من هي هذه الأطراف سيد هي الأوضاع تاع البلاد يعرفها الكل. اليوم الجزائر ماهيش مستهدفة غير من الداخل حتى بالخارج. إذا أن هناك أيادي حركت التلاميذ في الولايات. أؤكد ذلك وتكلمت عن بعض الأطراف اللي دخلت المؤسسات وأرادت أن تخرب المؤسسات هي أطراف أجنبية والتحقيق متواصل مع هؤلاء. Nabil Ferguenis, donc voilà, ce monsieur nous dit qu'il y a une main étrangère, il n'y a aucun doute là-dedans, hein, mais il ne nous dit pas qui, mais il parle vraiment de main étrangère qui serait partie dans les lycées manipuler les jeunes lycéens pour qu'ils déstabilisent le pays. Monsieur Bouchounour, si vous me permettez de vous poser la même question pour vous. Alors, est-ce que vraiment cette main étrangère, c'est-à-dire depuis 62 à ce jour, on a entendu toujours de cette main étrangère? Est-ce que des élèves qui sont sortis réclamer leur droit d'être en vacances, de prendre une vacances de 15 jours, surtout avec un trimestre très long qui a duré presque 4 mois, et il y a un représentant du ministère qui sort comme ça avec ce mot-là, main étrangère. On a l'habitude d'entendre ça. Il faut aller vraiment trouver des solutions pour ce système éducatif en Algérie au lieu de terrer surtout comme ça une main étrangère. C'est très grave. Pour moi, ils n'ont pas pris en considération les problèmes vraiment de secteur. Aujourd'hui, on a des classes on arrive des fois à des classes de 50 élèves. À Déjà-la-Ville, je peux vous citer un établissement lycée Chouada Moukram en plein centre de Déjà-la, rue de Cité, qui s'appelle des élèves en première âge, ils sont à 60 élèves par classe. Je l'ai dit, il y a 60 élèves par classe. C'est très grave, un représentant d'un ministère qui jette ça. Alors c'est un mot qu'on a entendu depuis 62, même si je suis jeune, mais ce mot-là, main étrangère, il y a les mains étrangères, eux, ils ont mis leurs pieds à l'intérieur de ce système. Ils ne veulent pas céder la place pour les jeunes de gouverner. Ils ne veulent pas donner des solutions concrètes à l'éducation nationale aujourd'hui en Algérie. Comment expliquez-vous que de jeunes lycéens aient pu organiser un tel mouvement social qui a jeté là une véritable panique au sein du régime? Ce que presque personne n'a réussi à faire. Les partis politiques, les syndicats, même si vous vous rappelez la fameuse mobilisation des habitants de Ain Salah, personne n'a réussi à faire paniquer le régime autant que ces lycéens. Comment ont-ils fait pour réussir un tel mouvement social? Ils ont réussi à ce mouvement, surtout avec maintenant les réseaux sociaux comme Facebook et tout ça, qui a fait vraiment un ravage
Alors, vous expliquez ça par les réseaux sociaux, hein? Les réseaux sociaux. Réprimer quand même une marche des lycéens de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Alors, si vraiment le gouvernement va s'attaquer à eux, si vraiment ça sera un scandale, c'est pour ça que, en même temps, ils ont gagné même l'appréciation de la société civile. C'est vraiment sur leur droit de prendre des vacances de 15 jours, surtout, j'ai dit, avec, avant que c'était un trimestre très long, c'est le trimestre le plus long de l'année, c'est le premier trimestre qui dure 4 mois. En même temps, c'est une décision irréfléchie de ce gouvernement, de ce système de département de Madame Benabrit. Elle a donné une semaine pour ce trimestre et 2 semaines pour les vacances de printemps. Au contraire, normalement, on va donner une semaine pour les vacances de printemps parce que le deuxième trimestre, il dure 2 mois et le troisième presque 1 mois. Alors, en même temps, c'est leur droit, c'est vraiment, moi je les tire chapeau, mais on a enregistré quand même des dégâts dans la wilaya de Béjaïa, ils ont saccagé le siège à Béjaïa, il y a eu carrément des affrontements, hein. Il y a eu des affrontements entre les jeunes et la police. On doit réagir, il faut que ce soit des marches pacifiques, de demander leur droit, mais pacifiquement. Restez avec nous, Nabil Ferguenis, et j'accueille Mziane Abben qui vient de nous rejoindre. Merci Mziane d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation, le plaisir est pour moi. Merci. Alors, Mziane Abben, comment expliquez-vous, comme je viens de le demander à Nabil Ferguenis, que des jeunes lycéens, censés être apolitiques, qui n'ont pas de tradition d'organisation, dont les parents eux-mêmes sont très apolitiques, hein, c'est l'ambiance générale au pays. Les gens ne font pas de politique, ils ne savent pas s'organiser, ils ne savent pas contester pacifiquement, ils ne savent pas faire des sit-ins, des manifestations, alors que ces jeunes lycéens ont réussi un coup de force absolument incroyable. Ils ont réussi dans plusieurs wilayas à organiser des manifestations d'envergure et qui ont même failli tourner à l'émeute dans certains endroits comme à Béjaïa. Alors, pour commencer, je pense que le mot apolitique n'existe pas. Celui qui l'a inventé... il se trompait. Ouais, on est tous politisés d'une façon ou d'une autre. Même le silence est une position politique. Donc le mot apolitique n'existe pas. Peut-être apartisan ou non partisan, peut-être ça, c'est encore Vous voulez dire peut-être impliqué, qui vend au charbon, qui s'implique, qui demande, qui revendique. Oui, justement. C'est peut-être ça que je pense que ce n'est pas la première lutte ou ce n'est pas la première revendication qui a été satisfaite par le pouvoir. Déjà en commençant par Aïn Salah, qui ont quand même réussi à stopper le projet anti-gaz du CIST. Du moins, il a été reporté pour 2022, mais ils peuvent le reporter pour très longtemps parce que je sais qu'ils ne peuvent jamais le réaliser. C'est pas ce qu'on dit, hein. Il paraît qu'ils ont fait tous les tests qu'ils voulaient faire, qu'ils étaient arrivés en fin de mission. Donc, ils n'ont pas arrêté parce que le mouvement social les y avait contraints. Oui, même ils ont changé de position, mais bon, ça c'est un autre sujet. Ils ont changé leur position parce qu'au début, ils disaient que c'était rentable. Après, ils ont changé carrément de discours pour dire que ce n'est pas rentable au final et tout. Mais c'est en fait, mais quand même, on peut aussi comptabiliser aussi les forfaits par les gens, les habitants d'Aïn Salah, et dire que leur réussite, leur lutte a abouti. Et après, il y a eu Ouattaga aussi, qui a repris le même modèle de lutte qu'Aïn Salah, et ils ont obligé aussi le pouvoir à... Vous voulez dire dans la région des Aurès oui, à Batna, exactement. Parce que moi, je suis allé là-bas. Pas de Kout. Intaga. Ouattaga, pardon. Et moi, je suis de la région et c'est vous qui me corrigez. Parce que je suis allé là-bas, donc j'ai réalisé même un reportage dans la région. Donc, bon, nous savons aussi que Sellal a profité de l'occasion, lui, qui avait un problème avec la région, les injures, et donc il en a profité, mais quand même, la population, mais quand même, la population a réussi à faire plier le pouvoir et à retirer son projet, celui de l'implantation d'une cimenterie à 1 kilomètre de... Il y a aussi le combat des intersyndicalistes par rapport à la retraite anticipée. Il y a aussi la grève des commerçants à Tizi Ouzou. La grève des commerçants à Tizi Ouzou. Ça veut dire qu'il y a effectivement... Moi, je pense que... Mais les lycéens qui n'ont pas cette tradition de lutte sociale et qui réussissent un coup de force pareil, qui fait reculer le gouvernement. Moi, je ne vois absolument rien de magique dans l'histoire. D'accord. Je ne vois rien de magique. C'est une journée de protestation. Je dirais peut-être qu'il y a les enseignants peut-être qui ont poussé aussi. Je dirais peut-être que les syndicats peuvent avoir un rapport d'une manière directe ou indirecte.
Mais c'est-à-dire se poser la question du comment les lycéens ont pu, moi je pense que c'est une question qui ne doit pas avoir lieu carrément, parce que je ne vois rien de magique dans ce qui s'est passé. Des lycéens se sont révoltés par rapport à la durée de congé. Donc le mouvement a été soutenu par d'autres lycéens. Et voilà, et moi, je pense que le pouvoir aujourd'hui n'a pas comment dirais-je, n'a pas à provoquer d'autres problèmes, parce que déjà, économiquement, le pays n'est pas stable, socialement, le pays n'est pas stable. Donc, et je pense que c'est ça ce qui a mené, c'est ça ce qui a poussé un peu le pouvoir à prendre en considération les revendications des lycéens. Comme aujourd'hui, nous savons, et le pouvoir le sait, qu'il y a un élément qu'il faut absolument prendre en considération quand il s'agit d'un projet au Sud, c'est les habitants du Sud. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'une des luttes qui ont abouti ici est celle donc les revendications autour de la diminution de l'énergie, de la consommation électrique. Ils ont abouti, c'est une revendication aboutie. Moi, je vous dis une chose. C'est-à-dire que les Algériens sont en train d'apprendre à contester politiquement, pacifiquement. Ce n'est pas les Algériens qui ont appris, parce que je pense que les Algériens ont toujours, d'une manière générale, parce qu'il ne faut pas généraliser, d'une manière générale, ont toujours lutté pacifiquement. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, Ziana Ben. Moi, je suis pas d'accord. C'est le pouvoir qui a commencé un peu à céder par rapport aux revendications. Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord, parce que jusqu'à présent, la façon avec laquelle nous protestons habituellement, on accepte tout. Et quand on en a jusque-là, on sort dans la rue, on casse les poteaux électriques, on casse la mairie du coin, on allume 2 ou 3 voitures, et ça se passe comme ça. Et après, on rentre chez nous. Vous parlez de la banlieue parisienne. Non, en Algérie, les émeutes se passent comme ça. Moi, j'ai vu, moi qui a suivi depuis très longtemps les luttes en Algérie, moi, je peux vous dire que c'est carrément autre chose. Les luttes nous l'ont montré. J'ai oublié, on allume quelques pneus et on met des pierres pour bloquer les rues ou les routes. On ne peut pas généraliser carrément, on ne peut pas généraliser un ou 2 cas sur toutes les luttes en Algérie. Les Algériens manifestent d'une manière pacifique, des banderoles, des marches, des rassemblements, des sit-ins, en parlant des chômeurs, en parlant des luttes d'une manière générale au Sud, ou des luttes régionales, locales. Ça, c'est comme de cette manière. Bien sûr qu'il y a des manifestations, mais ça se compte au bout du doigt. Des gens qui bloquent la route et qui allument certaines personnes. Mais ce n'est pas ça. On ne peut pas le généraliser. Alors, pour revenir à la grève, certains syndicats, comme le SNAPEST, syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique, on dit que, alors je cite Mariana, c'est le président. Alors il a dit, il ne fallait pas céder aux caprices des élèves. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle déclaration? Alors vous êtes Mariana que je connais. Moi, je dirais que je ne suis pas d'accord. Je ne partage pas le même avis que lui, parce que je pense que les élèves ont le droit d'avoir leur congé. Et le congé universellement reconnu, il est de 15 jours. Moi, je ne vois pas pourquoi les élèves doivent payer des conséquences dont ils ne sont pas initiateurs. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de retard dans les programmes, probablement par rapport à toutes les grèves qui ont été initiées par les syndicats. On parle de 3 ou 4 semaines pour le premier semestre. Oui. Donc, les syndicats ont une part de responsabilité, le ministère aussi. On a sa part aussi de responsabilité, et ce n'est pas aux élèves de payer le prix des luttes des uns et des autres. Oui. Mais il faut le dire aujourd'hui. Comme moi, par exemple, personnellement, je peux reprocher beaucoup de choses aux syndicats. Oui. Leur dire qu'on en a marre de voir des syndicats revendiquer annuellement, chaque année, des droits sociaux professionnels. Il est de leur droit de le faire. Mais ayez un bon sens. Mais parler du contenu des programmes, parler du système éducatif, mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Les syndicats rejettent la responsabilité aux associations des parents d'élèves. Les parents d'élèves rejettent la responsabilité aux syndicats. Les syndicats et les parents d'élèves disent « Mais pourquoi? C'est aussi de la responsabilité du ministère de l'enseignement, plutôt de l'éducation nationale. Mais ce n'est pas normal. Nous reculons par rapport aux luttes traditionnelles que nous connaissons. Donc des syndicats qui sont à la fois au-devant des luttes pour leurs droits socio-professionnels, mais aussi aller dans le politique.
parler du système éducatif, parler des programmes, parler aussi de la qualité de l'enseignement. Nous allons demander aux syndicalistes qui sont avec nous, est-ce que Messoud Boudiba est avec nous? Non, on n'a pas réussi à l'avoir. Idir Achor est avec nous? Idir Achor? Est-ce qu'Idir Achor est avec nous, s'il vous plaît? Oui. Idir Achor. Alors, Maziane Abban vous reproche, il dit que vous avez tout à fait le droit de revendiquer, que tous les syndicats du pays ont le droit de revendiquer, et les parents d'élèves et les syndicats ont le droit de revendiquer des choses et d'autres, notamment les salaires, la carrière, la gestion de la carrière. Mais surtout, pourquoi vous reproche-t-il aux syndicats plutôt de ne pas évoquer les grands problèmes qui agitent le secteur, de ne pas parler des problèmes du système éducatif en tant que tel? Je regrette, si je ne suis pas les déclarations des syndicats, etc. Ce problème ne concerne pas le CLA parce qu'on a tout le temps soulevé les grands problèmes du secteur de l'éducation. On a soulevé le problème du programme scolaire, on a soulevé le problème de la surcharge des classes, on a soulevé le problème des conditions pédagogiques de travail dans l'ensemble des établissements scolaires, mais on n'a pas été écouté. Comme on n'est pas écouté encore sur les revendications socio-professionnelles qu'on a, mais on est dans des batailles quotidiennes sur toutes ces questions, sur les deux plans, que ce soit la question pédagogique et du programme scolaire, de la réforme. D'ailleurs, on n'a pas cessé d'appeler à la réforme de la réforme entamée en 2003. On n'a pas cessé de faire des études de diagnostic de la situation du secteur de l'éducation aujourd'hui en Algérie. Mais malheureusement, ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de décision. Et ce qui est malheureux, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des décisions qui sont prises, ils vont à l'encontre du secteur de l'éducation et à l'encontre d'une école publique et de qualité. Mais nous étions tout le temps sur le terrain de la revendication d'une école publique et de qualité ouverte à tous les Algériens. Restez avec nous, Idir Achor. Messoud Boudiba, merci d'être avec nous. Ah, on l'a encore perdu, oh là là. Nabil Fergennis? Nabil Fergennis? Oui, je suis là. Nabil Fergennis, restez avec nous un petit moment. Vous voulez dire quelque chose? J'aurais aimé que vous posiez la question à quelqu'un d'autre, mais pas au CLA, parce que je sais qu'ils sont au devant de toutes les luttes. Ah, d'accord, ok, très bien. Ben, nous allons poser la question à Nabil Fergennis alors. C'est quelqu'un à qui on connaît quand même le fait qu'il est sur tous les terrains. D'accord. Ouais. Ben, Nabil Fergennis, alors dans ce cas, c'est à vous et aux autres syndicats que Maziane Abban reproche de ne parler que de revendications salariales, catégorielles, carriéristes, j'allais dire, et que vous ne parlez jamais des problèmes du secteur, du système éducatif lui-même qui va à la dérive, etc. Qu'est-ce que vous pourriez lui répondre? Oui, Mzera, ben, c'est notre camarade, quand même, on se connaît. Alors, il sait bien notre position en Snapap. Donc, il a raison, alors. Il n'a qu'à lire nos déclarations. On est pour une école moderne, progressiste, et ils le savent bien. Il le sait bien plutôt. Alors, on a donné plusieurs réflexions comment arriver à un système éducatif plus performant. Alors, je pense que c'est pas, il faut faire une grève pour ça. On n'a pas les pouvoirs de décision, comme il a dit notre camarade Achour. Alors, on est là, on va lutter toujours pour avoir une école performante. C'est vrai, on est là chaque jour dans des classes. On défend les droits des enseignants, de la famille éducative, surtout aussi des élèves. Comme je l'ai soulevé dernièrement, je dis actuellement on a des classes à 60 élèves, alors comment on doit travailler dans ces conditions? Non, je ne partage pas son avis. On est là, c'est un syndicat, on doit travailler uniquement, c'est pas uniquement le syndicat, c'est pour les salaires et tout ça. Non, on est là, c'est pour des conditions de travail, pour avoir une école performante. Je ne partage pas vraiment ce qu'il dit. Hein. Mais Nabil Fergennis, personnellement, le peu que je sais, je ne connais pas très bien les problèmes du secteur, mais le peu que je connais,
et que, très franchement, c'est mission impossible, à mon avis. Hein. Personne ne pourra régler le problème du secteur tellement le problème est immense. Ça veut dire qu'il faut quasiment former tous les enseignants, refaire leur formation, refaire les établissements, refaire les programmes scolaires. Ça veut dire vraiment, c'est les 12 travaux d'Hercule à quoi il faut s'atteler. Vous pensez que quelqu'un pourrait, comme ça, avec cette facilité, remettre ce secteur à flot? Oui, monsieur Béchumoff, aujourd'hui, c'est pas uniquement le système éducatif qui est en faillite. Il y a tout un système aujourd'hui en Algérie, la santé, tous. Je suis d'accord. C'est tout un système qui est en faillite aujourd'hui. On ne peut pas changer demain, on va prendre quelqu'un d'autre à la place de Mme Benabret, il ne va rien faire. Parce que Mme Benabret, c'est une façade qui aujourd'hui est là, dans un système emprisonné dans un système. Un président, il est sur un fauteuil roulant, on n'a pas de gouvernement vraiment, on n'a pas de réponse stratégie à long terme, alors on est là uniquement pour des trucs, alors on va prendre quelque chose d'ici et l'autre de là-bas. On ne peut pas vraiment arriver à un système, il faut des décisions politiques, il faut vraiment une volonté politique pour arriver à un système performant dans l'éducation nationale. C'est pas vraiment une affaire de Benabret, c'est une affaire de tout le monde et il faut surtout donner des moyens et avoir vraiment un gouvernement déjà fort. Et je vais répondre aussi aux camarades. Abdel, il a dit que les élèves ils ont le droit à 15 jours. Oui, on a dit ça, ils ont le droit à 15 jours, mais nous, on est contre uniquement la décision d'être en classe et de le savoir que demain, vous serez en vacances. Ça, c'est vraiment, c'est ça le problème, on n'a pas accepté ça. Nous, on a dit qu'on a besoin de repos. C'est comme l'élève a besoin de repos, même l'enseignant aussi a besoin de repos après 4 mois de travail. C'est pas vraiment, c'est juste, il faut programmer ça à l'avance. C'est ça le problème. J'étais en France à 11h et j'entends sur Facebook Mme Benabret, elle a lancé, elle a dit qu'à partir de midi, vous serez en vacances. Tout ça, c'est tout un système qui est en faillite. C'est pas vraiment le système d'éducation. Restez avec nous, Nabil Fergnis. Monsieur Nabben, d'abord, les mesures en elles-mêmes qui ont été prises à la va-vite, de façon précipitée pour le moins qu'on puisse dire. D'abord, elle décide de ramener la période des examens de 5 jours à 4 jours, puis reculade quand ça a commencé à bouger. On s'est dit, bon, on ne les reprendra plus. Quelques semaines plus tard, elle décide donc de ramener les vacances de 15 jours à 10 jours. Puis, quand ça a éclaté, alors non seulement elle revient à la période initiale, mais elle rallonge. Ça veut dire de 15 jours, c'est passé à 10 jours, puis après, c'est de passer à 18 jours. Ça veut dire quoi, cette improvisation ? D'abord, je salue mon camarade Nabil Fergnis, qui est réellement sur tous les terrains, surtout quand il s'agit de l'éducation et tout. Il n'y a pas que ça, parce qu'il est aussi porté sur d'autres combats et tout. Moi, comme j'ai dit au début, moi je pense que le pouvoir recule actuellement par rapport à la pression sociale, parce qu'il sait pertinemment que ce n'est pas de son intérêt actuellement de provoquer quoi que ce soit. D'ailleurs, l'exemple que j'ai donné par rapport à toutes les luttes qui ont précédé et qui ont abouti. Sinon, ce n'est pas la première fois qu'on décide, que l'État décide et il revient sur sa décision. Mais à ce point, c'est une caricature plus flagrant. Ouais. Par exemple quand on a désigné deux ministres des Affaires étrangères. Ce n'est pas la première fois, mais ça se voit que c'est... L'improvisation est érigée en système. Mais c'est normal. Comme l'a dit Nabil Fergnis, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de stratégie à long terme, il n'y a pas de vision. Par rapport au chantier du secteur de l'éducation, vous pensez que quelqu'un pourrait un jour mettre de l'ordre dans ce foutoir? C'est toujours possible. Nous avons connu à travers l'histoire des dictatures, des Franco, des Pinochet, mais ils ne sont plus là. Oui, mais leur système, ils étaient relativement bons. Ils n'ont pas touché aux grands équilibres, ils n'ont pas touché à l'école. Relativement bons. C'est relatif aussi. Hein. Oui, c'est relatif, mais déjà, le pouvoir a touché à certains secteurs qui sont sensibles et qui constituent pour moi le fondement de tout État. Donc, quand on parle du système de santé, système juridique, système éducatif, il a touché aussi aux partis politiques, aux associations pour empêcher la société de s'organiser. Touché à des secteurs très sensibles.
Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je contredis un peu la thèse islamiste qui disent ouais, on fait tomber le régime, après on verra. Ouais. Mais on ne s'entend pas, parce qu'on n'a pas une société ni civile, ni politique assez forte, ni le peuple n'est aussi prêt, conscientisé, pour pouvoir passer cette transition dans la tranquillité. Et qu'est-ce qu'on fait? On continue comme ça? Continuer le combat, c'est la responsabilité de Quel tous. Combat? Le combat pour le projet démocratique. Oui, mais où il est le combat? Où sont ceux qui mènent ce combat? Il est de la responsabilité des syndicalistes. Des syndicats, des partis politiques, des mouvements, de tout. Parce que je prends par exemple le mouvement des chômeurs, qui est l'un des mouvements les plus importants qu'a connu l'Algérie depuis ce qu'on dit entre guillemets les dont plusieurs membres sont en prison. Oui, certains membres sont en prison ou d'autres sont poursuivis en justice. Malheureusement, ce qui s'est passé pendant 2012 et tout, donc l'avènement du mouvement et tout, c'était des mouvements de masse. Donc ni vision, ni projet politique, ni structure. C'était ça l'erreur. Et le problème, c'est que quand on discutait, quand je discutais, pas moi ou d'autres camarades qui discutaient le sujet avec les leaders du chômeur, ils ne pouvaient pas assimiler ça parce qu'ils n'avaient pas de formation politique. Ils n'avaient pas été formés. Par exemple, comme les membres de CLA qui sont un peu issus des formations communistes, un peu d'extrême gauche et tout, avec cette formation politique, donc prêts à mener ce combat de syndicalistes, prêts à la convergence des luttes, prêts à comprendre d'autres luttes. Donc ils n'avaient pas cette formation. Donc aujourd'hui, peut-être le devoir, et si on veut bien sûr arriver à un jour à un contre-pouvoir assez fort, structuré, mobilisé, avec une vision politique assez claire, c'est aussi de notre responsabilité d'aller aussi dans ces moments-là, d'aller de se rapprocher des militants, de faire le travail de proximité, de faire de la formation politique, de leur faire comprendre qu'il faut aujourd'hui une structure, qu'il faut un projet politique, qu'il faut une vision politique à long terme, qu'il faut qu'il y ait de la convergence des luttes entre tous les mouvements, syndicats, mouvements, partis politiques. On est obligé de faire ce travail. Malheureusement, nous avons un pouvoir qui fait tout pour le casser, qui fait tout pour qu'il n'y ait pas... Et une société civile qui est absente et une université qui est totalement absente. Je ne dirais pas qu'elle est absente. Écoutez, je vais vous rappeler le fameux appel du 20 avril, je crois, pour le gaz de schiste. Vous vous rappelez, l'année passée? Oui, c'était le 20 avril. 24 février, pardon. Cet appel qui a été très travaillé, très élaboré, préparé à l'avance. Mais je vous rappelle que même c'était le choix de l'EXO. Oui. Eux qui ont appelé leurs militants, je ne sais pas s'ils existent ou pas, qui ont appelé leurs militants à ne pas participer à l'action parce que selon ce qu'ils ont décidé ce jour-là, c'était qu'ils ont décidé la participation seulement des cadres de l'EXO et des membres cadres dirigeants des partis. Oui, mais ils ont appelé les gens à les rejoindre. C'était leur choix. Alger avait été encadré on nous parle de 50 000 policiers. Mais pour vous dire, qu'il n'y a pas une réaction de la société civile, y compris pour les grands enjeux. Mais la société civile aujourd'hui, et il a été déçu à plusieurs reprises. Oui, mais quelle que soit l'explication. Moi, je parle de la finalité, de l'état des lieux. Moi, citoyen algérien, conscient de la situation politique en Algérie, conscient du marasme que vit à qui tendre la main? À qui? Tendre la main à un mouvement après. Il s'avère que le mouvement en question est machin. Nous avons été bousculés à plusieurs reprises. Il n'y a plus de ce système de confiance. Il n'y a plus de confiance entre le peuple, la société civile, les partis politiques. Il n'y a plus ça. Donc, c'est tout un chantier. Moi, je le reconnais. C'est pour ça que beaucoup de partis ne le font pas. Parce qu'ils savent que c'est très difficile. Parce qu'on enlevait la merde de 40 ans à un Algérien. C'est tout un travail. Quand vous allez faire le travail de proximité, être auprès des gens qui luttent, après auprès des luttes, près des habitants, près des gens là qui sont méconnus, dans des régions un peu éloignées, peut-être des gens qui se battent pour que leur village soit alimenté par le gaz ou par l'eau, machin, être près d'eux, discuter avec eux, c'est là où vous saurez qu'il vous faut tellement d'années pour avoir une société structurée, mobilisée autour des projets. Parce que le problème de tout mouvement en Algérie actuellement, c'est le projet politique. Vous convenez que la société n'est pas prête? Certainement n'est pas prête, mais c'est un travail à faire. C'est notre responsabilité de le faire. C'est la responsabilité de tout militant, de tout mouvement, de toute structure politique ou sociale de faire ce travail. L'État ne le fait pas. Au contraire, l'État fait tout pour que la société ne s'organise pas. Mais que nous voulons? Que voulons-nous? Nous voulons un changement. Nous voulons qu'on constitue un contre-pouvoir. C'est à nous de se mobiliser, c'est à nous de faire ce travail de proximité. Nous qui?
les gens qui veulent le changement en Algérie. Est-ce que vous excluez les islamistes de l'équation? Moi, je ne peux jamais m'allier avec les islamistes. C'est pas une question d'alliance. C'est pas une question d'alliance. Je pense que c'est impossible. D'ailleurs, il y a un exemple concret en Algérie, c'est l'IXO. Oui. Tout le monde, du moins ceux qui partagent un peu ma vision des choses, s'est dit mais c'est impossible, c'est une alliance contradictoire. Comment peut-on avoir des forces laïques, démocratiques avec d'autres forces islamistes? Alors là, avec l'ancien... Si demain ils viennent vous voir et vous disent nous, islamistes, nous acceptons de rentrer dans un cadre démocratique avec les valeurs telles qu'universellement admises... Ils ne sont plus islamistes, non? Non. Ils disent nous, notre islamisme à nous, c'est un... Laissez-moi finir ma question. Ils vous disent nous, notre islamisme à nous, c'est un fondement civilisationnel et non pas chariatique. Nous avons une vision de la modernité, du progrès à travers nos propres ancrages, mais cela ne veut pas dire que nous allons couper les têtes, pendre. Est-ce que vous accepteriez, s'ils viennent vous dire, nous acceptons de rentrer dans les cadres démocratiques tels que vous les voyez, vous vous les refuseriez quand même? À ce moment-là, ils ne sont plus islamistes. Non, mais ils sont comme ça. Ils vous disent, nous sommes islamistes. Ce n'est pas une marque sur le pour vous, qu'est-ce que c'est être islamiste? Qu'est-ce que c'est islamiste? Les islamistes ont un seul projet, appliquer la charia. Sinon, ils ne sont plus islamistes. Mais je vous dis que s'ils vous disent, nous ne sommes pas dans la charia. J'arrive, Jamal. Oui. Puisque c'est ce que nous disons, ce que je dis actuellement est vrai. Oui. Ça veut dire qu'il y a une alliance politique, mais contradictoire, difficile à assimiler. Mais en final, mais c'est vrai ce que je dis, c'est vérifié. Et pourquoi? Parce que la première décision qui a été prise par les membres qui ont composé cette alliance, c'est de former l'alliance en question en dehors des projets des uns et des autres. Mais c'est ce qui est imaginable. Ce n'est plus une alliance politique, c'est une alliance pour prendre un café quelque part et tout. Schizophrénique. Politique, c'est d'abord mettre les projets des uns et des autres sur la table et s'entendre au moins sur le minimum. Ouais. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Qu'est-ce qui nous lie ensemble? Mais me dire à la fin que c'est une alliance creuse, donc sans aucun projet, et me dire que voilà, donc reprendre les termes islamistes, des gens qui me disaient que voilà, on se bat ensemble, faire là, pour faire tomber le régime, après on va s'entendre. Oui. Ah non. Pour voir un Jabla ou un Jiddi à la présidence, c'est pas... Il faudrait qu'on organise une autre émission pour discuter de ça. Et je reviens à Idir Achor. Vous êtes avec nous, Idir Achor? Idir Achor. Oui. Alors, nous parlions tout à l'heure des formidables problèmes qui distinguent le secteur, et pas seulement, tout le système, mais tout particulièrement le secteur de l'éducation nationale, et ça se voit d'autant plus que tout le monde considère, et conviendra avec moi, que c'est le cœur même de la société. C'est à partir de là que seront formés les hommes de demain, et que ce secteur est réellement sinistré. Alors, comment voyez-vous vous-même une réforme ou une révolution de ce système de façon à le remettre à flot, une bonne fois pour toutes? Allô? Oui, on vous écoute. Voilà. Effectivement, la réforme du secteur de l'éducation est l'une des réformes les plus difficiles à mettre en place. Surtout dans un pays où il y a beaucoup de contradictions au niveau idéologique et au niveau politique. La première des choses, c'est d'abord isoler l'école de débat idéologique, mais on ne peut pas l'isoler de débat politique, parce qu'un débat politique sur la réforme de l'école doit avoir lieu, mais tout en l'éloignant du domaine idéologique. Ça, c'est la première des choses qu'on doit faire pour commencer le débat sur quel type de réforme on doit procéder aujourd'hui à l'école. Ce qui est demandé aujourd'hui, c'est de mettre l'école dans un processus de réforme dont l'objectif de l'école de demain sera clair. Et pour ça, il y en avait plusieurs propositions, il y a eu des débats, parce que le diagnostic est fait, et c'est que tout le monde est d'accord, que ce soit l'opposition, que ce soit la tutelle, que le secteur est sinistré, et que notre secteur de l'éducation est malade. Maintenant, il reste les choix à faire pour développer cette école. C'est à ce niveau que le débat doit avoir lieu et de le mettre rapidement dans un processus de réforme. On ne peut pas réformer
d'un seul coup l'école, mais c'est d'avoir une démarche de réforme qui nous permet d'avoir une visibilité de l'Algérien qu'on veut avoir demain. Parce qu'effectivement, le secteur de l'éducation est le cœur de toute la société. Et c'est en échouant dans le secteur de l'éducation, tous les autres secteurs vont échouer parce qu'ils ne seront que le service de ce que l'école a produit pour la gestion des autres secteurs. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que c'est ces lycéens qu'on voit dans la rue qui se mobilisent d'une façon formidable. Ça montre un élément essentiel, c'est que nous avons une jeunesse qui commence à avoir une bonne conscience. Et pour rappel, il faut savoir, y compris les lycéens, c'est grâce à eux et à leur participation dans la guerre d'Algérie, dans la révolution de 1954, que l'Algérie a pu avancer et avoir son indépendance. L'année passée, en France, c'était les lycéens qui étaient à l'avant-garde de la lutte pour la loi Khomri, la loi du travail. Et aujourd'hui, en Algérie, les lycéens commencent à être aussi l'avant-garde des luttes et qui sont là à riposter contre toutes les réformes qui ne vont pas dans le sens de leur intérêt et de leurs aspirations de demain. Donc c'est un élément, à mon sens, qu'il faut positiver ce que les lycéens ont fait cette année en Algérie. Et j'espère que ça va continuer cette conscience, contrairement à ce qu'il est critique. J'aimerais bien que cette conscience évolue très bien chez les lycéens. Et je crois que c'est l'espoir de l'Algérie de demain, à condition qu'on puisse les prendre en charge à l'avenir. Merci Idir Achour. Il ne reste plus beaucoup de temps. Nabil Ferguenis, en très peu de temps s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait un véritable plan hors sec pour le secteur d'éducation? Nabil Ferguenis? Oui. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait un véritable plan d'urgence et pas des replâtrages et pas du bricolage et de l'improvisation pour sortir ce secteur de l'ornière et le mettre sur de vrais rails pour en faire un vrai ministère de l'Éducation nationale? Oui, pour mettre ce secteur dans des vrais rails, déjà on doit se poser deux questions. Déjà, on va se poser la première, de quelle école qu'on veut aujourd'hui en Algérie. Et la deuxième, de quelle, de quelle société, de quel projet de société qu'on veut aujourd'hui en Algérie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer des réformes dans le système éducatif avec un système un projet de société qui est vraiment, qui réprime qui réprime la démocratie et qui réprime par exemple la femme en Algérie aujourd'hui. Elle est réprimée, elle n'a pas vraiment ce droit comme toutes les femmes du monde. Alors aujourd'hui on ne peut pas avancer dans cette école parce que la femme aujourd'hui déjà elle doit être comme disait Aït Ahmed quand elle est arrivée à Alger le premier jour, quand elle était rentrée d'exil, elle a dit mais où sont les femmes? C'est-à-dire aujourd'hui la femme doit travailler beaucoup pour regarder nos voisins tunisiens. Ils ont une école quand même performante, mieux que celle de l'Algérie. Pour dire, on doit se poser la question de quelle école qu'on veut et de quelle société algérienne qu'on veut vraiment. Après, on va aller mettre ce système éducatif dans les rails. Parce qu'aujourd'hui, on voit par exemple, Madame la ministre, elle est terrée de partout. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas avancer déjà dans ces réformes. Et en même temps, c'est la médiocrité aujourd'hui qui règne dans ce secteur d'éducation. Tout vraiment, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, ça revient toujours à l'école, parce que l'école, c'est le miroir de toute une nation. Merci Nabil Ferguenis, merci Idir Achour, désolé pour Messoud Boudiba qu'on n'a pas pu joindre. Monsieur Nabben, le mot de la fin, pour vraiment relever ce secteur, tout le secteur, pas seulement le ministère, tout, l'école d'une façon générale. L'éducation, ce secteur plus que vital, plus que fondamental, fondateur de toute société qui se mérite. Comment voyez-vous? Moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est ce qu'il faut reconnaître, c'est que les mouvements syndicaux aujourd'hui sont très forts, sont très organisés. Ça, il faut leur reconnaître ça.
Mais ils ne sont pas très unis, ils ne voient pas tous dans le même sens. C'est normal. Ils n'ont pas la même appréciation des urgences, des priorités. Mais c'est normal, parce que comme tout combat, c'est aussi un combat politique, donc qui se base aussi sur des, sur des projets, sur des arrière-fonds politiques. Mais c'est normal, les visions se diffèrent entre ceux qui sont pour négocier avec ceux qui pensent que on peut avancer avec les luttes, avec la pression, et ceux qui sont plus dans des tables rondes. Mais bien sûr que c'est normal. Au contraire, c'est une richesse. Oui, oui. Le fait qu'ils peuvent diffèrent certains points, c'est encore une bonne chose. Mais de toute façon, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'ils existent aujourd'hui, ils arrivent à mobiliser, d'ailleurs ils l'ont prouvé, oui. Ils l'ont prouvé, l'intersyndical est arrivé même, parce que dans l'intersyndical, il y a aussi les syndicats des enseignants et tout, donc ils sont arrivés même à la capitale, et quand je vois des Yidir Achour, des Nabil Fergenis, qui sont connus aussi sur toutes les luttes liées à l'enseignement, et ils ont fait même la marche avec les enseignants contractuels il y a de cela pas longtemps. Donc quand on voit un peu toute cette dynamique à qui on ne peut souhaiter que du bien, que j'espère qu'ils évolueront, j'espère qu'ils continueront, parce que malheureusement, et c'est mon constat, nous n'avons pas, quand vous dites de plan d'urgence, moi je ne souhaite pas un plan d'urgence, parce que c'est encore une fois, c'est du bricolage. Moi je souhaite qu'il y ait de la volonté politique. Moi, ce que je voulais dire, peut-être, c'était sauver les meubles, le peu qui reste, pour pouvoir reconstruire dessus. Je pense qu'on a assez bricolé. Je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut qu'il y ait une volonté politique, réellement pour, comment dirais-je, pas venir en aide, mais réellement réformer ce secteur et faire de ce secteur réellement une machine de l'intelligentsia, une machine pour réellement produire des intellectuels, pour produire de la jeunesse, de l'avenir de l'Algérie. Mais malheureusement, nous avons un pouvoir qui n'est pas dans ça, qui n'est pas dans cette lecture carrément. Donc, ce qui nous reste aujourd'hui, c'est les luttes sur le terrain, et c'est ce qu'ils font ces syndicats. Et c'est la raison pour laquelle il faut soutenir ces syndicats. Il faut aussi que ces syndicats se soutiennent aussi. Moi, je souhaite qu'un jour, on aura une fédération de tous les syndicats d'enseignement. Pourquoi pas, la fédération de chaque secteur aura sa fédération. Et j'espère qu'un jour, toutes ces fédérations vont aller dans la convergence des luttes et créer un syndicat fort qui pourra peut-être, comment dirais-je, surpasser le GTA qui est en train de tuer toutes les luttes et de neutraliser toutes les luttes, malheureusement. Donc, les syndicats, ils ont à la fois le GTA d'un côté, ils ont le pouvoir de tout pour casser ce secteur parmi tant d'autres. En plus des syndicats clones qui ont été installés par le régime. Donc, merci. Mais j'ai envie de leur dire aujourd'hui, et ils le savent, comme nous l'ont prouvé les élèves, les gens de Ain Salah, les gens de Ouattaga, les enseignants, seule la lutte paye. Il faut lutter. Et tout est possible. Bien sûr. Merci beaucoup, mon cher ami, mon cher collègue Mziane Abban. Je voudrais, avant de vous quitter, vous signaler que notre ami et collègue Hassan Boras, qui est en prison, qui est en grève de la faim, est très malade. Qu'il risque gros et qu'avec le douloureux événement qui vient de se dérouler pour Mohamed Tamalt, le régime cette fois-ci devra assumer toute responsabilité en cas de Baïd Char, ce qui pourrait advenir à notre collègue Hassan Boras, avec lequel nous vous demandons d'être solidaires. Merci beaucoup, barakallahu fikum, bqa ala khair.